Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au basilic, le Figaro hors-série célèbre la Rome antique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles, en vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. C'était son projet initialement de gravir les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. On a été touchés directement par le décès d'un des membres de notre équipe. Quand on est en montagne, on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais si on va y arriver ou non. Et puis on mange pas, on boit pas, on dort pas. Donc en fait, tout ça cumulé avec le fait qu'on arrive à plus de 8000 mètres, ça devient vraiment presque invivable. Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance quoi. Bonjour, vous écoutez le podcast Les Engagés. Je suis Aude Barietti de La Garde, journaliste au Figaro. Toutes les semaines, nous recevons un homme ou une femme qui porte haut et fort, ou parfois plus discrètement, sa détermination à faire évoluer la société. Aujourd'hui, je reçois Constance Scherer, 26 ans, fondatrice et directrice de l'association 7 sommets contre la maladie et alpiniste. Bonjour Constance. Bonjour Aude. À quoi a ressemblé votre enfance ? Dans quel type de famille avez-vous grandi ? Dans une famille très aimante, j'avais un papa qui était plutôt un papa poule et puis on a beaucoup voyagé, ils m'ont mis aussi à énormément d'activités, donc une jeunesse plutôt très active. Vous avez des frères et sœurs ? Vous avez grandi où en France ? Alors mes parents auraient aimé avoir 5 enfants. Malheureusement, ils ont eu que moi puisque on était en période d'adoption quand mon père est tombé malade quand j'avais 5 ans et je suis originaire de Strasbourg. Justement, vous parlez de votre père. Il est décédé en 2007, alors que vous aviez 9 ans, d'un cancer du pancréas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui et puis de la façon dont vous l'avez accompagné, vous et votre mère, dans cette maladie ? Effectivement, il est tombé malade quand j'étais en grande section maternelle et les médecins lui avaient donné 6 mois puisque, à l'époque et toujours actuellement d'ailleurs, le cancer du pancréas est un cancer qui ne laisse peu de chance à la survie. Donc c'était un gros coup de massue pour nous, mais il a voulu se battre jusqu'à la dernière seconde et il a vécu 4 ans. Et heureusement d'ailleurs parce que ça m'a permis quand même d'avoir beaucoup plus de souvenirs avec lui, même si c'était aussi 4 ans qui étaient très difficiles avec la maladie qui prenait le dessus petit à petit et puis la chimiothérapie où on le voyait se transformer. Il avait parfois des réactions qui étaient incontrôlé, il vomissait beaucoup, donc j'ai quelques bons souvenirs, mais j'ai aussi des souvenirs qui étaient difficiles de sa maladie. Il était passionné de montagne ? Il adorait la montagne, oui. Après, il travaillait pas du tout là-dedans, puisqu'il travaillait dans une filiale bancaire. Mais quand il est tombé malade, on ne sait pas exactement comment. Il a découvert ce challenge des 7 sommets. Et il a voulu se lancer dans l'aventure des 7 sommets, puisque c'était son projet initialement de gravir les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce défi des 7 sommets ? En quoi est-ce qu'il consiste ? Alors le challenge des 7 sommets, que je ne connaissais pas du tout avant de découvrir la dernière lettre de mon papa en mai 2021, consiste à gravir le plus haut sommet de chaque continent. Enfin, on dit 7, bon, techniquement, il n'y a pas 7 continents, mais en tout cas, le challenge a été fait comme ça. Et donc, c'était son projet à lui, il n'a pas réussi à le faire avant sa mort. Et donc, quand il est mort, vous avez souhaité poursuivre ce souhait, finalement, d'une autre manière ? Initialement, j'ai retrouvé la lettre où il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets, donc en mai 2021. Et je ne savais pas du tout que le projet initial, c'était que lui-même fasse les 7 sommets pour devenir un modèle pour les personnes atteintes de cancer. Mais je l'ai découvert après avoir gravi le premier sommet, donc le Kilimandjaro en juillet 2021, où là, juste après l'ascension, un de ses très bons amis qui vit au Canada nous a transmis un mail qu'il avait envoyé à l'explorateur Mike Horn. Et là, je comprends en fait que c'était son projet, qu'il voulait le médiatiser à fond et en fait laisser une trace dans ce monde avant de s'envoler, puisqu'il savait que dans tous les cas, il n'allait pas pouvoir survivre de son cancer.
Et vous-même, vous vous êtes lancé donc dans ce défi-là de gravir les 7 plus hauts sommets et de disperser ces cendres à chaque fois. Est-ce que vous étiez vous-même déjà montagnarde, aguerrie, ou est-ce que vous êtes partie presque de zéro ? Alors, je suis pas partie de zéro puisque mon père m'avait mis sur des skis il y a 2 ans et demi. Je suis rentrée en club à 6 ans et j'ai fait ma première compétition 2 mois après son décès, à 9 ans. Et puis, dès le début, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai fait de la compétition pendant une dizaine d'années. Je suis allée jusqu'en circuit Coupe d'Europe et puis après, je me suis arrêtée pour mes études et rentrée en classe préparatoire. Mais du coup, j'ai toujours été extrêmement proche de la montagne et j'ai toujours fait beaucoup de randonnées, beaucoup de sport. Et j'ai découvert l'alpinisme au moment du début du projet. Alors racontez-nous, donc il y a 7 sommets, vous en avez déjà gravi 4. J'ai commencé par le Kilimandjaro. C'était pas du tout prévu que je fasse cette ascension puisque je partais en voyage humanitaire en Tanzanie et il se trouvait que j'étais à 1 heure du Kilimandjaro et je me suis dit je vais tenter cette ascension. Je savais pas du tout si j'allais arriver au bout ou non puisque faut savoir que dans ces ascensions-là, c'est le mal aigu des montagnes qui nous dicte le succès ou non des ascensions pour la plupart des cas. Et puis il se trouve que j'ai très très bien géré l'altitude et puis même après dans les ascensions futures. Donc ça, c'est plutôt très chouette. J'avais prévenu que j'avais pas de tenue pour le sommet, pas de grosse veste pour le sommet. Et en fait, quand on est arrivé au dernier camp, j'ai demandé si je pouvais avoir ma veste et ils n'avaient pas du tout prévu de veste pour moi. Donc j'ai eu un peu froid sur le sommet du Kilimandjaro, au moins dans la nuit, ouais, j'ai eu quand même un peu froid. Mais bon, voilà, ça s'est quand même très bien passé. Ensuite, il y a eu un sommet en décembre 2022 en Amérique du Sud. Oui, l'Aconcagua. Là, c'était quand même déjà beaucoup plus difficile, surtout au niveau de l'altitude, puisqu'on arrive à presque 7000 mètres. Et ça commence à se faire sentir. On n'avait pas très bien prévu notre timing. Et quand on est arrivé sur place et qu'on a annoncé notre billet d'avion retour, ils nous ont regardés avec des grands yeux, mais en nous disant « mais c'est impossible, là, on va jamais réussir à prendre votre avion retour, faut le changer ». Et puis du coup, ils ont changé tout le planning de l'ascension. On a eu moins de jours off, on a eu moins d'acclimatation. Mais malgré tout, on a réussi à atteindre le sommet. Puis on a eu de la chance parce que en fait, toute la semaine après notre ascension, c'était impossible de le faire. Il y avait trop de vent. Donc bon, finalement, le hasard a bien fait les choses. En combien de temps on monte un sommet comme ça, que ce soit le Kilimandjaro ou l'Aconcagua ? C'est très variable. En fait, plus on monte en altitude, plus l'ascension est longue. Donc le Kilimandjaro, je l'ai fait en 5 jours. J'ai pas fait de jour off, donc en général, c'est plutôt en 6-7 jours. L'Aconcagua, on l'a fait en 13 jours, mais pareil, normalement, c'est plutôt en 20 jours. Et le Denali, on l'a fait en 15 ou 16 jours, là, parce qu'en fait, on porte toutes nos affaires, donc on fait beaucoup d'allers-retours pour monter nos affaires, les déposer dans un cache, ça s'appelle. En gros, on creuse un trou et on met nos affaires dedans. Et donc là, c'était un petit peu plus long. Et puis l'Everest, là, c'est vraiment très, très long. C'est 42 jours. Donc justement, vous parliez du mont Denali à l'instant. Vous l'avez gravi en juin 2024, c'est en Amérique du Nord. Oui. Quel est votre moment le plus fort ? Je dirais que là, c'était vraiment l'arrivée au sommet parce qu'on l'avait raté l'année d'avant, en 2023, à cause de la météo et plein d'autres facteurs. Donc c'était extrêmement frustrant. On est arrivé jusqu'au high camp, le dernier camp avant le sommet. Et donc, du coup, redescendre sans avoir réussi le sommet, sachant qu'on va très bien et qu'on se sent en forme et qu'on avait encore quelques jours devant nous pour même redescendre et retenter l'ascension plus tard, c'est 1 an qui semble une éternité. Donc c'est sûr que la deuxième fois, quand on arrive à passer au-delà du camp 4 et que finalement on découvre tout ce qu'on n'a pas pu voir l'année précédente, c'est au niveau des émotions, c'est vraiment décuplé et surtout je me sentais tellement bien physiquement. J'étais libre dans ma tête et je pouvais penser à tout ce que j'avais envie de penser par rapport à l'Aconcagua ou l'Everest où là j'étais tellement prise dans la difficulté que physiquement, c'était vraiment dur. Donc là, c'était vraiment magique. Et on a une météo incroyable aussi. Avant de parler de l'Everest, je voulais quand même vous demander quelque chose. Vous m'avez confié à l'instant que vous aviez un travail à côté de tout ça. Vous êtes commercial pour le tournoi de tennis des internationaux de Strasbourg. Oui. Comment est-ce que vous faites pour combiner les deux ? Je travaille à 80%. Donc mon vendredi est dédié à mon association et à l'organisation de mes projets. Et puis après, le reste du temps est relativement flexible. Les intérêts de l'un servent aux intérêts de l'autre, puisque j'ai, grâce au projet, l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens et d'être invitée à des beaux événements aussi.
on trouve une entente comme ça. Il y a juste pendant le mois de mai où je dois être à 100% pour le tournoi. On travaille tous les jours, sauf cette année puisque j'étais du coup sur le sommet de l'Everest. L'Everest, justement, qu'est-ce que ça fait d'être la plus jeune alpiniste française à arriver sur le toit du monde ? Ça fait pas grand-chose. Non, c'est un peu difficile de réaliser. Puis je pense que ça me fait du bien aussi de pas trop réaliser. J'ai reçu plein de messages incroyables sur les réseaux sociaux où j'ai un peu du mal à me dire comment les gens peuvent m'écrire des choses comme ça. Enfin, j'ai eu des milliers de messages, mais j'ai eu 100% de messages super positifs et gentils, bienveillants. Et c'est super agréable d'avoir un retour comme celui-là. Après, oui, c'est sûr que je suis très contente d'avoir réussi, mais je suis surtout contente pour mon association, pour toute la médiatisation qu'il y a autour, pour ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, qui est pour le moment très peu médiatisé. Et on n'en parle pas en France, finalement, des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Or, ils font vraiment partie des aidants dans la maladie d'un parent parce que ça donne envie aux parents de se battre encore plus et de rester le plus longtemps possible. Et ça, tout le monde le dit. Donc, je suis contente de pouvoir en parler et de pouvoir mettre en avant cette cause qui me tient vraiment à cœur. Quel a été le moment le plus difficile de votre ascension vers l'Everest ? Il y en a eu plein, mais je dirais quand même que la dernière montée, c'était la plus intense à cause de la météo, à cause de la fatigue, et de l'accumulation de la fatigue surtout. Et puis on mange pas, on boit pas, on dort pas. Donc en fait, tout ça cumulé avec le fait qu'on arrive à plus de 8000 mètres, ça devient vraiment presque invivable. Est-ce que vous avez été tenté d'abandonner à un moment ? Oui et non. Enfin, pas vraiment abandonné, mais je me suis posé la question si la météo s'empire encore un peu, mais est-ce que vraiment on peut réussir l'ascension, quoi ? Pendant l'ascension, vous avez côtoyé la mort de près. C'est quelque chose à laquelle vous étiez préparé ? On n'est jamais préparé à ça. En fait, on le sait. Enfin, du coup, on le voit sur les réseaux, on le voit un peu partout, dans les médias, etc. Mais on se dit toujours que ce sera loin de nous. Et que du coup, on ne sera pas vraiment directement touché. Mais en fait, nous, on a été touchés directement par le décès d'un des membres de notre équipe. On a vu des morts sur la route, des morts qui étaient très récents. C'est vraiment choquant et ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et puis ensuite, les jours après l'ascension, on en fait un peu des cauchemars, j'avoue. Justement, vous parliez de votre équipe à l'instant. Qui vous a accompagné dans cette ascension ? Celui qui m'accompagne sur toutes les expéditions, Hugo Lorenz, qui est mon caméraman, qui réalise des documentaires chaque année sur les ascensions qu'on fait. Et puis, on espère pour d'autres projets à l'avenir. C'est mon binôme, c'est la seule personne qui m'accompagne sur chaque ascension. Et puis ensuite, on prend des guides locaux pour faire vivre les locaux aussi, parce qu'on trouve ça très important. Il vous reste 3 sommets. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quel sommet ? À quelle date ? Qu'est-ce que vous visez ? Alors, les 3 sommets qui restent, donc, c'est l'Antarctique, donc le Mont Vinson, le Puncajaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Elbrus en Russie, qui est le plus haut sommet d'Europe. Pour le moment, je ne peux pas trop donner mon planning, mais ce sera une surprise dans les mois à venir. On est encore en train de chercher les budgets pour finaliser la prochaine expédition, donc je préfère pas me porter l'œil et toucher du bois, parce que ça nous est déjà arrivé, justement pour cette expédition, de l'avoir annoncé, on n'a pas pu partir à cause de ça. Mais je croise les doigts pour que ça se passe bien. Vous êtes finalement à la moitié de votre projet des 7 sommets. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez retenue ou apprise jusqu'ici ? L'humilité. Quand on est en montagne, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais si on va y arriver ou non. Donc, il faut rester extrêmement humble. Il faut être capable de redescendre et de prendre la décision de redescendre, qui est une décision très, très difficile quand on est à ces altitudes, parce que, en fait, on a forcément la volonté d'arriver au sommet. Donc, il faut avoir la volonté d'arriver au sommet. Faire tout pour revenir en vie et en bonne santé, parce que je suis toujours attendue en bas, évidemment. Et puis, savoir prendre les bonnes décisions, savoir écouter ses guides, savoir vivre l'expérience du début jusqu'à la fin. Pour la première année au Denali, et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle on a échoué, c'est que j'avais trop en tête le sommet, mais en fait, tout ce qu'on vit avant l'ascension, avant d'arriver au sommet, c'est aussi magique et c'est aussi des souvenirs qui resteront gravés pour toujours. Là, par exemple, l'Everest, j'ai autant de souvenirs de tout ce qu'on a vécu depuis du premier jour où on est arrivé le 10 avril jusqu'à la fin, et c'était même presque plus beau que l'arrivée au sommet parce que c'est incroyable tout ce qu'on a vécu.
Tout à l'heure, vous parliez de votre association. Quel est son but ? Qu'est-ce que vous faites, outre cette ascension des 7 sommets, au nom de cette association ? L'objectif de l'asso, c'est de proposer aux enfants et du coup aux familles de manière générale, puisque donc chaque événement qu'on organise, les familles sont les bienvenues. Donc on va organiser des gros week-ends pour les familles qui ne font pas partie d'un pôle. On a 8 pôles en France. Donc par exemple, on a été au Vendée Globe, on a fait le Tour de France, on a fait un week-end à Paris où on a visité les locaux de Roland Garros en visite privée. On était à Lyon et on a visité l'Olympique lyonnais et plein d'autres activités. On a fait un week-end à Divonne-les-Bains avec notre parrain Sébastien Loeb. Donc là, l'objectif, c'est que les enfants puissent se retrouver, discuter entre eux et se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Et c'est un peu la même chose pour les parents finalement qui eux aussi se retrouvent et peuvent échanger sur tout ce qui leur est arrivé. C'est principalement quand même des enfants qui ont perdu un parent, sur les gros week-ends en tout cas. Et ensuite, au niveau régional, donc notre plus gros pôle, c'est en Alsace, où on collabore avec les hôpitaux de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Et ensuite, on a Lyon, Paris, Lille et Poitiers. Et là, on organise des événements, on réalise des rêves aussi des enfants avec des rencontres exceptionnelles. Là, on avait fait une rencontre avec le youtubeur Inoxtag notamment. Un baptême de l'air avec Sébastien Loeb. Et puis, les enfants ont pu faire l'entrée du Racing Club de Strasbourg ou du basket à la SIG. Enfin, voilà, plein de très beaux événements. Des concerts aussi, beaucoup, pour pouvoir leur permettre de profiter d'un maximum de beaux projets, beaux événements. Et là, sur 2024, on a organisé une centaine d'événements dans toute la France. Quels sont vos projets futurs avec l'association ou de votre côté ? Alors là, on a embauché notre première salariée le jour où je suis arrivée au sommet de l'Everest. Donc, c'est un sacré hasard parce que c'était pas du tout... on savait pas quel jour j'allais arriver au sommet. Et elle, ça a été décalé plusieurs fois. Donc, je pense que c'est vraiment de bon augure pour l'association et pour la suite. Et j'espère que l'association va vraiment continuer à grandir, même si je le vois là depuis l'ascension de l'Everest, notamment, il y a eu un gros boom pour l'association. Et puis l'objectif, c'est qu'on soit vraiment une asso de référence dans ce domaine-là, qu'on puisse collaborer avec tous les hôpitaux de France, puisqu'on a 8 hôpitaux partenaires, et qu'on puisse créer de plus en plus de beaux événements et de pouvoir faire encore mieux. Moi, j'ai plein d'idées pour la suite. Après, c'est sûr qu'il faut des équipes, il faut du monde. Là, on n'était que des bénévoles. Ça devenait ingérable pour bien suivre, puisque l'idée, c'est de les suivre jusqu'à leurs 18 ans. Et là, on a des enfants qui ont quelques mois. Donc, c'est quand même sur le très, très long terme. Et on a plus de 200 enfants accompagnés, donc si on veut bien les suivre, il faut du monde et il faut aussi gérer tout ce qu'il y a à côté, donc tout l'administratif, la compta, les choses un peu moins sympas, mais il y en a quand même beaucoup. On a parlé de votre père. Est-ce que votre mère est fière de vous aujourd'hui ? Ah bah oui, ça c'est sûr qu'elle est très très fière. Bon, elle a eu bien peur aussi pendant l'ascension de l'Everest. Elle me l'a dit après. Mais oui, elle est super fière de moi. Elle parle de moi à tous ses copains. Elle envoie, dès que j'ai des médias ou des choses comme ça, elle envoie à tout le monde. Elle sera dans telle émission ce soir, etc. Donc oui, non, je sais qu'elle est très fière. Et puis, elle a beaucoup joué dans tout ça, dans le projet 7 sommets, dans l'asso, mais même dans ma vie de manière générale. Elle m'a toujours suivie à 100 000% dans tous les projets que j'ai pu faire, même si parfois c'était pas forcément gagné d'avance, mais elle a toujours cru en moi et je pense que ça m'a beaucoup aidée à être celle que je suis aujourd'hui. Il est déjà l'heure de vous poser notre question rituelle. Si vous étiez à ma place, qui serait votre engagée ? Ce serait Christine Janin, la première Française à avoir gravi l'Everest et à avoir finalisé le projet, le Challenge et 7 sommets, et la seule Française d'ailleurs. Donc c'est quand même depuis, ça fait trentaine d'années et il n'y a aucune autre Française qui est arrivée au bout depuis, c'est quand même incroyable. Et puis aussi pour la création de son association À chacun son Everest, qui pareil fait des choses exceptionnelles pour les enfants atteints de cancer et pour les femmes en rémission de cancer du sein à Chamonix. Elle m'a beaucoup inspirée pour la création de mon association, j'ai beaucoup échangé avec elle. Merci Constance et bon courage pour la suite de votre ascension. Merci beaucoup Aude. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti de la Garde, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au Basilique, le Figaro hors-série célèbre la Rome antique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série Rome antique, la légende des siècles, en vente chez votre marchand de journaux.